Imaginez découvrir que votre mariage entier n'était qu'un mensonge. Que feriez-vous? Pardonneriez-vous ou passeriez-vous à la vengeance? Victor croyait avoir tout construit. Une entreprise prospère, une famille unie, une vie parfaite. Jusqu'à ce qu'une simple photo sur un téléphone fasse s'effondrer 25 ans de confiance. Ce qu'il a fait ensuite dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Aucun cri, aucune violence spectaculaire. Juste une vengeance glaciale, méthodique, qui a transformé sa propre maison en prison. Cette histoire n'est pas pour les âmes sensibles. Elle explore les limites de la trahison et jusqu'où peut aller un homme brisé par l'infidélité. Bienvenue sur Histoire d'infidélité, la chaîne où nous racontons des récits authentiques de tromperie, de vengeance et de justice personnelle. Ici, pas de jugement, juste des histoires brutes qui vous feront réfléchir sur la nature humaine. Dans les commentaires, dites-nous de quelle ville vous nous regardez et quel temps il fait chez vous en ce moment. Et surtout, restez jusqu'à la fin, car cette histoire va vous glacer le sang. Je m'appelle Victor, j'ai 48 ans. Je suis né et j'ai grandi dans le rude mais cher quartier de Belleville à Paris. C'est précisément ici, à partir de rien, que j'ai construit ma vie pas à pas, surmontant tous les obstacles. Aujourd'hui, je possède une entreprise de transport, certes pas gigantesque, mais solidement établie. Transexpress. À ma disposition, une douzaine de puissants camions, mes propres entrepôts, ainsi qu'une clientèle vaste et stable, bâtie au fil d'années de labeur acharné. J'ai traversé la véritable épreuve du feu et de l'eau des années 90 tumultueuses, quand il fallait littéralement se battre pour chaque mètre carré d'espace et chaque contrat signé, défendant ses intérêts les poings serrés. Cette expérience s'est gravée à jamais dans mon caractère, forgeant sa dureté inébranlable. Je ne sais absolument pas perdre et n'ai jamais eu l'habitude de pardonner à ceux qui osent frapper dans le dos. 25 années de ma vie, je les ai consacrées à ma famille. J'ai vécu pour elle. Mon épouse Noémie, nos 2 enfants, notre fils Adrien, déjà étudiant, et notre fille Camille, encore lycéenne, constituaient mon univers. J'ai construit pour nous une maison spacieuse. Je lui ai acheté une voiture, cette Peugeot blanche dont elle rêvait tant en feuilletant les magazines. Je croyais naïvement avoir créé une véritable forteresse, un bastion imprenable où régnait la paix, le confort et surtout la fidélité inébranlable. Comme je me trompais cruellement en m'enfonçant dans cette illusion. La première fissure dans les fondations de ma forteresse, que je croyais inexpugnable, est apparue cet été, lorsque nous sommes partis tous ensemble en vacances sur la Côte d'Azur pour un mois entier. Je voulais que nos enfants respirent à plein poumon l'air marin et que Noémie se repose enfin des tâches ménagères quotidiennes et de la routine. Nous avons loué quelques chambres dans une petite maison d'hôte à Villefranche-sur-Mer. Son propriétaire était un homme souriant et prévenant, un méridional d'une 40aine d'années prénommé Laurent. Il s'agitait constamment autour de nous, manifestant une hospitalité excessive, apportant des fruits frais à Camille et Adrien, m'offrant son cognac maison et complimentant Noémie avec des mots qui la faisaient s'épanouir comme une rose de mai au sommet de sa floraison. Je n'y ai alors accordé aucune importance, mettant tout sur le compte de l'hospitalité méditerranéenne et du folklore local. Et pendant que mes enfants construisaient de majestueux châteaux de sable mouillés sur la plage, mon épouse, comme il s'est avéré, bâtissait en parallèle de nouvelles relations bien plus intimes sous mon nez, sans la moindre gêne. Des premiers signaux d'alarme furent discrets, presque imperceptibles, comme un murmure de vent. Son téléphone portable, qui auparavant pouvait traîner n'importe où, restait désormais toujours près d'elle, écran contre la surface, comme s'il cachait quelque chose. Elle se mit à s'attarder plus souvent près de la piscine le soir, quand je couchais Camille, invoquant la chaleur étouffante de la chambre. Elle disait simplement « respirer l'air frais ». À 2 reprises, je les ai surpris, elle et Laurent, conversant à voix basse près du barbecue. Leur voix était à peine audible, et dès que je m'approchais, leur conversation s'interrompait instantanément, et sur le visage de Noémie apparaissait une légère ombre d'irritation, à peine perceptible, comme si ma présence la dérangeait. J'attribuais tout cela à ma propre fatigue. J'avais travaillé toute l'année sans un seul jour de congé pour les amener ici, et je pensais que je m'attardais sur des détails insignifiants. Mais le ver du doute avait déjà été semé profondément dans mon âme. Il se tortillait quelque part au fond de ma conscience, me forçant à observer plus attentivement ses gestes, ses regards jetés brièvement vers le propriétaire luisant de sueur et de suffisance de notre refuge temporaire. L'atmosphère dans notre chambre avait changé, était devenue différente.
Cette légèreté qui avait toujours régné entre nous avait disparu. L'air s'était épaissi, était devenu visqueux de non-dits et de tensions cachées. Le soir, quand nous restions seuls, elle était distante. Ses pensées voguaient manifestement ailleurs. Son corps à côté du mien dans le lit semblait étranger, froid, comme inconnu. Elle répondait à mes caresses avec une sorte de docilité polie, mais je sentais parfaitement qu'en pensée, elle n'était pas avec moi. J'ai tenté d'engager la conversation, de lui demander ce qui se passait, mais elle se dérobait, invoquant la chaleur et une fatigue générale. Et moi, l'imbécile, je la croyais, me persuadant que tout cela n'était que le fruit de mon imagination, surchauffé par le soleil méridional et ma propre fatigue. C'est alors, en défaisant les valises une fois de retour chez nous à Paris, parmi l'amas de serviettes de plage et de chapeaux d'enfants, que je l'ai trouvé. Un bracelet bon marché et clinquant, assemblé de petites coquillages sur un fil décoloré. Le genre de bricole touristique que l'on vend à chaque coin de rue dans n'importe quelle station balnéaire, destinée aux touristes peu regardants. Je savais pertinemment que je ne lui avais pas acheté cette pacotille, et aucun des enfants non plus. Je le lui ai tendu en silence alors qu'elle, pépiant quelque chose à propos de l'école de Camille, suspendait des robes dans l'armoire. Elle s'est figée une seconde. Son visage s'est instantanément pétrifié. Puis elle a forcé un sourire d'une insouciance feinte. « Ah, ça, c'est moi qui l'ai acheté à une vieille dame sur le front de mer pour l'offrir à ma fille. J'avais complètement oublié de le lui donner. » Le mensonge était si maladroit et pitoyable que j'ai failli éclater de rire, tant le dégoût me prenait. Je voyais ses yeux filer frénétiquement, les commissures de ses lèvres trembler imperceptiblement, trahissant son trouble. Je n'ai rien dit, j'ai simplement pris le bracelet et l'ai serré dans mon poing, si fort que le bord tranchant des coquillages s'est enfoncé désagréablement dans ma paume, laissant des marques rouges. Le soir, après m'être assuré qu'elle dormait profondément, j'ai pris son téléphone. Il reposait sur la table de nuit, branché au chargeur, émettant une lueur paisible. J'étais convaincu qu'il était protégé par un mot de passe et me préparais déjà à devoir le confier à des spécialistes pour contourner la sécurité. Mais il s'est déverrouillé d'un simple glissement vers le haut, sans obstacle aucun. Apparemment, après 25 ans de mariage, elle n'avait jamais appris à me considérer comme une menace potentielle. J'ai ouvert la galerie. Des dizaines de photos de vacances, les enfants dans la mer, moi avec Camille sur les épaules, des selfies communs devant l'ancienne citadelle. Tout paraissait idyllique, comme sur une carte postale, sans éveiller le moindre soupçon. Je commençais déjà à penser que je devenais réellement fou de jalousie quand mon doigt est tombé par hasard sur un dossier intitulé « Archives ». J'ai senti un frisson glacial me parcourir l'échine et mon cœur se mettre à battre quelque part dans ma gorge, sourdement et lourdement, présageant quelque chose de terrible. J'ai appuyé sur l'icône. Le téléphone a instantanément réclamé un mot de passe. J'ai essayé toutes les combinaisons évidentes, les dates de naissance des enfants, notre anniversaire de mariage, son nom de jeune fille. Rien ne fonctionnait. J'étais assis dans l'obscurité totale, écoutant sa respiration régulière, sentant la rage impuissante et corrosive me submerger. Et là, comme un éclair, l'illumination m'a frappé. Je me suis souvenu que lors d'une soirée, Laurent, en me resservant du cognac, se vantait de sa plaque d'immatriculation, 3-7. Et comment Noémie avait alors ri en disant que c'était son chiffre porte-bonheur. D'un doigt tremblant, comme accomplissant un geste fatal, j'ai composé 777. Le dossier s'est ouvert et la toute première photo a marqué ma rétine au fer rouge pour le reste de ma vie. Elle, lui, dans cette chambre de la maison d'hôte mitoyenne de la nôtre, celle où, avec un sourire narquois, il prétendait ne loger personne pour ne pas déranger ses chers clients. Elle portait mon t-shirt, celui que je n'avais pas réussi à retrouver durant les derniers jours de vacances, et riait si joyeusement, si insouciamment, comme je ne l'avais pas vu rire depuis de nombreuses, très nombreuses années. J'ai soigneusement reposé le téléphone sur la table de nuit, avec la même précaution qu'un démineur remettant en place une mine amorcée, sachant qu'un seul faux mouvement pouvait provoquer l'explosion. La chambre empestait son parfum mêlé à l'odeur suffocante de la trahison. Et dans ce parfum écœurant et doucereux, j'étouffais, non pas de douleur, mais de l'anticipation d'une vengeance totale, incendiaire, qui réduirait tout en cendres. Je contemplais son visage serein,
le mouvement régulier de sa poitrine endormie. Et il n'y avait en moi pas une once de pitié, pas la moindre compassion. Seulement le calcul glacial, tintant à mes oreilles, du prédateur ayant acculé sa proie dans une impasse. Je suis sorti de la chambre, silencieusement, refermant presque sans bruit derrière moi la lourde porte en chêne qui semblait former une barrière infranchissable entre moi et le monde. Je suis descendu dans mon bureau au rez-de-chaussée, où l'air était imprégné de l'odeur du cuir précieux du vieux fauteuil et du tabac froid d'un cigare non allumé que je faisais machinalement tourner entre mes doigts. Je n'ai pas actionné la lumière, me suis installé derrière le bureau massif et ai fixé les ténèbres épaisses par la fenêtre, où un lampadaire solitaire arrachait à l'obscurité les branches mouillées par la pluie nocturne d'un vieux tilleul. La fureur des premières minutes, celle qui bouillonnait dans mes veines, s'était retirée, cédant la place à une lucidité glacée et à une raison aiguisée comme une lame. Déclencher un scandale banal avec cris et accusations, la jeter dehors sur le champ. C'était trop simple, trop rapide, trop clément. Ce ne serait pas une punition, mais plutôt une libération pour elle, une échappatoire facile. Non, j'agirais autrement. Je les écraserais tous les deux, lentement, avec délectation, de sorte qu'ils ressentent chaque seconde de leur chute, que leur agonie devienne pour moi la plus belle des musiques. J'ai allumé l'ordinateur et son ronronnement familier m'est apparu comme le seul son vivant dans cette maison morte, saturée du pressentiment de la vengeance. Il ne m'a pas fallu longtemps pour commencer à rassembler les informations. Le nom de la maison d'hôte, le prénom Laurent, la ville de Villefranche-sur-Mer. En 15 minutes, j'étudiais déjà en détail sa page sur le réseau social. Le voilà, mon héros. Une trogne luisante, un sourire suffisant, une épaisse chaîne en or sur un cou de taureau, des photos devant des voitures de luxe qui n'étaient manifestement pas les siennes, sans doute louées. En statut, une citation vulgaire sur ce que doit être un vrai homme. J'ai parcouru toutes ses photos, examiné sa liste d'amis, toute sa vie étalée en vitrine comme une marchandise bon marché. Frimas de balles, suffisance non dissimulée et sentiment total d'impunité. Il n'avait même pas pris la peine de rendre son profil privé. J'ai copié toutes les photos, les numéros de téléphone, les adresses, les noms de ses proches. Je constituais mon arsenal personnel, l'armement pour la bataille à venir. Le matin, je me suis comporté de manière absolument normale, sans rien laisser paraître. J'ai préparé un café aromatique, réveillé Camille pour l'école, souhaité une bonne journée à Noémie alors qu'elle, fredonnant un air quelconque, se préparait pour son cours de fitness à la salle Harmonie. Elle m'a embrassé sur la joue, et son contact m'a brûlé comme une marque au fer rouge. Je l'ai regardée s'éloigner tandis qu'elle sortait de la maison, montée dans sa Peugeot blanche achetée avec mon argent. Et je sentais qu'à l'intérieur de moi, à la place du cœur, se formait une boule de glace annonçant la tempête imminente. Au bureau, j'ai été englouti par la routine habituelle, les appels incessants, la préparation des bordereaux, les cris des répartiteurs, le vrombissement des camions dans la cour. C'était mon univers, un monde où j'étais le maître incontesté, où chaque parole de ma bouche faisait loi. Ici, je ressentais ma véritable puissance, mon pouvoir. J'ai convoqué Bastien, le chef de ma sécurité, un homme bourru au regard pesant et à la biographie qu'il valait mieux ne pas examiner de trop près. Il est entré dans le bureau sans frapper, comme toujours, telle une ombre. Je lui ai tendu en silence une impression avec la photo de Laurent et une feuille contenant les données que j'avais récoltées durant la nuit. J'ai besoin de tout savoir sur cet homme. Ma voix était égale, sourde, dénuée d'émotion. Actif réel, dette, situation familiale, ennemi, absolument tout. Et trouve-moi aussi 2 de nos chauffeurs les plus déterminés. Le genre qui agit d'abord et pose des questions après, peut-être. Dis-leur qu'il y aura un transport spécial, très bien rémunéré. Bastien a hoché la tête sans poser une seule question. Il avait tout compris sans un... Il travaillait pour moi depuis 15 ans et savait parfaitement que si je demandais quelque chose sur ce ton, l'affaire ne tolérait aucun atermoiement et exigeait des actions immédiates et décisives. Toute la journée, j'ai examiné les photos du dossier archive, les transférant méthodiquement sur une clé USB protégée. Je les agrandissais, scrutant les moindres détails, comme cherchant à confirmer mon bon droit. La voilà qui lui passe ce fameux bracelet de coquillage au poignet. Les voici enlacés devant le coucher de soleil, et sa main repose sur sa braguette de façon trop suggestive. Chaque photo était comme un coup dans le ventre, mais je m'obligeais à regarder sans détourner les yeux. Je devais extirper de moi toute pitié, tout souvenir de cette femme que je croyais avoir aimée autrefois.
En soirée, Bastien a déposé sur mon bureau un dossier bien épais. Il contenait tout. La maison d'hôte de Laurent était hypothéquée auprès d'une figure du crime local. Plusieurs gros crédits pesaient sur lui, contractés pour développer une affaire qui, en réalité, ne se développait que sur le papier. Sa femme et ses 2 enfants vivaient en Arménie et il leur envoyait des sommes dérisoires, à peine suffisantes pour survivre. Toute sa vie n'était qu'une façade bon marché, tout comme sa chaîne dorée, du toc. Et c'est alors qu'un plan a germé en moi, cruel, cynique et d'une beauté incroyable dans sa simplicité et son efficacité. J'ai trouvé dans les contacts de Laurent le numéro de son téléphone portable et les composé depuis une carte SIM anonyme que j'avais achetée spécialement pour cela. Il n'a pas répondu immédiatement. Sa voix était ensommeillée et manifestement mécontente, comme si je l'arrachais à quelque chose d'important. Je me suis présenté comme l'assistant d'un grand investisseur lyonnais, parlant d'une voix grave et assurée, ne laissant aucun doute sur mes propos. J'ai commencé à lui raconter une histoire selon laquelle ma société cherchait un emplacement idéal sur la Côte d'Azur pour construire un immense hôtel moderne, et que son terrain, avec sa maison d'hôte, nous convenait parfaitement. Je lui brossais le tableau d'une transaction de plusieurs millions d'euros, évoquais le rachat de son terrain à un prix 10 fois supérieur au marché, lui promettant des richesses incalculables. J'entendais à l'autre bout du fil sa respiration se désynchroniser, comment il se mettait à aspirer l'air avidement, tel un poisson rejeté sur la berge. L'avidité constitue le meilleur hameçon, le plus efficace, pour des individus comme lui qui ne supportent pas d'attendre. J'ai posé ma condition, une rencontre personnelle chez nous à Paris dans les 2 jours. Tous les frais de transport et d'hébergement seraient naturellement à notre charge. Il a accepté sans réfléchir, s'étouffant presque de salive dans l'anticipation d'un argent facile. Son esprit était embrumé par la cupidité. Il se voyait déjà millionnaire, nanti, mais ignorait qu'il volait droit dans un piège soigneusement tendu. Il est arrivé 2 jours plus tard, docile comme un agneau. Je ne l'ai pas accueilli à l'aéroport, non. J'ai envoyé un taxi ordinaire le chercher, donnant au chauffeur l'adresse de l'un de mes entrepôts les plus éloignés dans une zone industrielle déserte. Un immense hangar résonnant, empestant le gazole et l'huile de moteur, un lieu parfaitement adapté à mon spectacle. Je l'y attendais, assis sur une vieille caisse de pièces détachées. Mon regard était fixe. À mes côtés, telles 2 statues de pierre, se tenaient 2 de mes chauffeurs. 2 armoires de près de 2 mètres avec des yeux vides et glacés dans lesquels ne subsistait pas une once de compassion. Laurent est entré dans le hangar, serrant fermement dans sa main un attaché-casse coûteux et jetant des regards méfiants autour de lui. Il s'attendait à voir un bureau luxueux, des secrétaires polis, des fauteuils en cuir moelleux. Et au lieu de cela, il m'a découvert, assis dans la pénombre. Il ne m'a pas reconnu immédiatement, mais quand il l'a fait, son visage luisant de sueur a instantanément pâli, perdant tout son éclat suffisant. « Victor, mais que faisons-nous ici ?» Il a bégayé d'une voix tremblante, tentant de préserver les derniers vestiges de sa dignité. Je me suis lentement relevé de la caisse, le dominant de toute ma hauteur. Les affaires, Laurent et jeudi, et ma voix a résonné en écho sous les voûtes du hangar, l'emplissant de chaque son. Tu es venu discuter de la vente de ta maison d'hôte ? Eh bien, je l'achète, avec tout ton avenir inclus. J'ai sorti mon téléphone et lentement tourné l'écran vers lui. À l'écran apparaissait cette fameuse photo où il enlaçait mon épouse vêtue de mon t-shirt. Son sourire paraissait d'une suffisance révoltante. J'ai vu une terreur primitive s'allumer dans ses yeux. Il a reculé d'un pas, mais s'est immédiatement heurté à l'un de mes hommes qui se tenait dans son dos, tel un mur inébranlable. Je ne l'ai pas frappé moi-même. Non, j'ai simplement hoché la tête et ils se sont mis au travail en silence, méthodiquement, transformant son visage arrogant en bouillie sanglante. J'ai observé cela sans la moindre émotion, écoutant le craquement des os et ses râles étouffés qui devenaient de plus en plus faibles. Quand il s'est affaissé sur le béton sale, je me suis accroupi devant lui, les saisi par les cheveux, le forçant à lever la tête pour me regarder. Puis j'ai sorti de ma poche ce fameux bracelet bon marché en coquillage et l'ai fermement attaché à son poignet brisé, comme une marque au fer. Je regardais comment il tentait d'avaler son sang et son orgueil brisé. Et avec un calme glacial, je lui ai tendu son propre smartphone haut de gamme, dont l'écran avait miraculeusement survécu. « Appelle ta femme, celle qui est en Arménie. Dis-lui que tu as vendu la maison et que tu vas bientôt lui envoyer énormément d'argent. Sois convaincant. » C'était un ordre. Il m'a fixé de son œil trouble et boursouflé dans lequel se reflétait une terreur pure et sans mélange.
Il ne comprenait pas pourquoi c'était nécessaire, mais l'instinct de survie, le seul qui lui restait intact, l'a forcé à composer le numéro de ses doigts tremblants et brisés. J'écoutais sa voix mensongère et chevrotante avec laquelle il brossait à sa femme lointaine le tableau de leur future richesse. Et je sentais croître en moi une satisfaction noire et froide. Ce n'était pas simplement une tromperie, c'était la pose d'une mine à retardement sous les fondations de toute sa misérable et insignifiante existence. Quand elle ne recevrait pas l'argent promis, elle se mettrait à chercher et trouverait non pas lui, mais ceux à qui il devait de l'argent. Je lui ai repris le téléphone quand il a terminé la conversation et ai fait signe à Bastien. Celui-ci a sorti plusieurs feuilles du dossier. Un contrat de vente de la maison d'hôte au prix de sa dette envers la figure criminelle locale. Et un acte de donation pour tout son reste de patrimoine sur la côte, un petit lopin de terre et la vieille maison paternelle, au nom de mon homme de confiance. Je lui ai glissé un stylo dans la main. Signe. Ma voix était basse, mais dans le hangar résonnant, elle a claqué comme un coup de feu. Ou bien mes gars t'emmènent hors de la ville est en terre si profond que même les corbeaux ne trouveront pas tes os. Et moi, je reprends simplement ta dette et récupère ta maison de toute façon. Choisis. Il n'a pas choisi. Il a simplement apposé sa signature, étalant sur le papier sang et morve. Sa main tremblait. J'ai jeté sur la table les clés de sa voiture de location prise à l'aéroport. Ton billet d'avion est pour demain matin. Tu partiras directement d'ici. Si quelqu'un dans cette ville revoit ton visage, ne serait-ce qu'une fois, ou si tu prononces un seul mot sur ce qui s'est passé ici, je retrouverai ta famille. Tu m'as compris. Il a acquiescé convulsivement, incapable de prononcer un mot. Ses yeux étaient emplis de supplications. Je me suis retourné et me suis dirigé vers la sortie sans me retourner. J'entendais dans mon dos son gémissement étouffé et discret. Ce son était pour moi la plus belle des musiques, la mélodie de la vengeance. Je suis rentré à la maison bien après minuit, alors que la ville dormait déjà d'un sommeil profond. Noémie ne dormait pas. Elle était assise dans le salon, sur le canapé, les jambes repliées sous elle, vêtue d'un peignoir de soie luxueux que je lui avais rapporté de mon dernier déplacement professionnel à Marseille. Sur la table basse reposait un verre de vin rouge, et son visage était inquiet. Elle a levé vers moi des yeux emplis d'une préoccupation feinte. « Victor, où étais-tu ? J'ai téléphoné partout. » Son inquiétude était si fausse, si jouée, que j'ai eu envie de ricaner et de lui balancer toute la vérité au visage. Au lieu de répondre, je suis passé silencieusement à la cuisine et sorti du réfrigérateur une bouteille de vodka glacée et me suis servi un verre plein. Je l'ai vidé d'un trait, sans accompagnement, sentant une vague de feu dévaler mon œsophage, brûlant de l'intérieur. Je l'ai regardée. Elle était belle, cette femme désormais étrangère, soignée, choyée, sûre de son charme irrésistible et de ma fidélité canine éternelle. Du travail, et je lançai brièvement. Je réglais des problèmes avec un partenaire méridional, très cupide. J'ai vu qu'au mot « méridional », une panique a brièvement traversé ses yeux, comme un éclair frappant un gouffre sans fond. Elle l'a aussitôt dissimulé, se forçant à sourire, bien que difficilement. « Tu es si fatigué, viens te coucher. » J'ai secoué la tête. « Non, je vais encore rester un peu. » Je me suis installé dans le fauteuil en face d'elle, me suis resservi de la vodka. Nous sommes restés assis dans le silence, un silence dense et vibrant, dans lequel chaque bruissement semblait assourdissant, intensifiant la tension. Je regardais comment elle tripotait nerveusement le bord de son peignoir, comment son regard parcourait la pièce sans se fixer nulle part, comme cherchant une issue. Elle ressentait quelque chose. Elle ne savait pas quoi exactement, mais elle sentait déjà le souffle glacé de la catastrophe inévitable qui s'approchait. Je me délectais de sa peur, tel un prédateur affamé s'en nourrissant à chacun de ses mouvements nerveux. Je l'ai laissé se torturer ainsi pendant environ 1 heure, savourant son agonie. Puis je me suis lentement levé, me suis approché d'elle et me suis assis à ses côtés sur le canapé. Elle a tressailli à mon mouvement, comme sous un coup. J'ai sorti de ma poche son téléphone et l'ai posé sur la table basse entre nous. Elle le fixait comme un lapin fixe un serpent, avec fatalisme, sans espoir. J'ai réfléchi et je dis d'une voix égale et pénétrante qui semblait s'infiltrer dans chaque cellule de son être. Tant de photos de vacances. Il faudrait imprimer les meilleures, les mettre dans des cadres en souvenir, pour avoir quelque chose à se remémorer. J'ai pris le téléphone et le lui ai tendu. « Ouvre donc tes archives. Choisissons ensemble. » Son visage s'est instantanément transformé en un masque blanc,
comme si tout son sang se retirait. Elle regardait tantôt moi, tantôt le téléphone, et je voyais dans son cerveau défiler fébrilement les options. Nier, crier, pleurer, supplier. Quoi, quelles archives a-t-elle murmuré de lèvres desséchées. Sa voix était à peine audible. Je n'ai aucune archive. J'ai ricané. Allons, Noémie, ne joue pas les innocentes. Le mot de passe, c'est 777. Le chiffre porte bonheur de ton ami Laurent. Vas-y, ne sois pas timide. Ouvre. À cet instant, son monde s'est effondré. S'est brisé en 1000 morceaux. Elle a compris que je savais tout dans les moindres détails. Ses yeux se sont remplis de larmes, non de repentir, mais d'une terreur animale face à la vengeance imminente et inéluctable. Elle s'est mise à balbutier, à m'agripper les mains, à dire que ce n'était pas ce que je pensais, que c'était un malentendu. J'ai silencieusement écarté ses mains et moi-même composé le mot de passe. Le dossier s'est ouvert. Je n'ai pas fait défiler les photos pour ne pas prolonger le processus. J'ai simplement posé le téléphone sur la table, écran vers le haut, affichant cette toute première photo, la plus cynique, où elle riait dans ses bras. Son visage rayonnait d'un bonheur insouciant, tandis que le mien était déformé par la douleur. Je me suis levé et ai déambulé tranquillement dans la pièce, savourant le silence qui semblait être devenu plus lourd que l'air. Tu sais, ce n'est pas par hasard que je suis rentré tard ce soir, et je dis en m'arrêtant. J'ai rencontré ton Laurent. Il est venu ici sur mon invitation. Nous avons eu une conversation très cordiale. Je me suis retourné et l'ai regardé droit dans les yeux. Mon regard était froid comme la glace. Il m'a vendu son affaire pour une bouchée de pain et a signé quelques autres documents. Il ne réapparaîtra plus jamais sur la Côte d'Azur, et encore moins dans ta vie. Je le lui ai expliqué très clairement. Elle me fixait, et dans son regard, il n'y avait plus de peur, seulement de la haine. La haine d'une bête acculée, privée de toute possibilité de fuite. Elle a bondi, et son visage s'est déformé de rage comme celui d'une furie. Tu n'oseras pas. Je demanderai le divorce. Je t'arracherai la moitié de tout. Tu te retrouveras sans rien. J'ai ri aux éclats, sincèrement. Mon rire a empli la pièce. Toi, tu m'arracheras quoi, ma chère? Tu as oublié dans quel pays nous vivons? Tout ce que nous possédons est un mon nom, absolument tout. La maison, l'entreprise, tous les comptes. Et toi? Tu n'es qu'un accessoire à tout cela, jolie, certes, mais comme il s'avère, défectueuse. Je me suis approché d'elle au plus près, si près que je sentais sa respiration saccadée et irrégulière, sa panique. Je me suis penché vers son oreille et ai murmuré « Il n'y aura pas de divorce pour l'instant. D'abord, tu traverseras tous les cercles de l'enfer que j'ai préparés pour toi. Et demain, nous avons un dîner de famille. Tes parents viendront, les miens aussi. J'ai préparé pour eux une surprise époustouflante. Nous regarderons ensemble un film très intéressant avec toi dans le rôle principal. » Elle se déplaçait dans la cuisine comme une poupée mécanique, avec une posture parfaite et un sourire collé à son visage, découpant les légumes avec une précision si automatique que sa vie semblait en dépendre. Sa terreur était presque palpable. Elle flottait dans l'air avec l'arôme de la viande rôtissant au four, et j'inspirais ce cocktail de peur et d'épices avec une jouissance profonde et primitive. Chaque inspiration m'apportait une joie perverse. Le dîner de ce soir devait être non pas simplement une révélation, mais une véritable exécution publique de sa réputation et de son honneur. Et je comptais orchestrer ce processus, savourant chaque note de son agonie, chaque soupir. Les parents sont arrivés vers 19h. Ses parents, représentants typiques de l'intelligentsia bourgeoise, son père professeur retraité austère, et sa mère, ancienne professeure de musique aux lèvres perpétuellement pincées par un sentiment de dignité. Ma mère est arrivée en taxi de l'autre bout de la ville. Une femme simple qui avait travaillé toute sa vie dans une usine et pour qui la famille avait toujours été une valeur sacrée et inébranlable. Noémie voltait entre eux, versait du vin coûteux dans les verres, servait les salades, riait à leurs plaisanteries. Elle jouait son rôle à la perfection, celui de l'épouse aimante et de l'hôtesse attentionnée, s'efforçant de créer l'apparence d'un monde idéal. Mais je voyais comment ses doigts tremblaient quand elle posait la saucière sur la table, comment elle évitait mon regard, comment dans son rire perçaient des notes hystériques et nerveuses. Elle était une actrice sur une scène dont elle ne descendrait jamais vivante, et son sort était scellé. Nous parlions de politique, du prix de l'essence, des petits-enfants. Son père s'est remis à raconter son énième histoire sur sa monographie inachevée, et ma mère à se plaindre de ses articulations douloureuses, tableau habituel.
Un dîner de famille ordinaire. Et c'est cette banalité, cette quotidienneté qui rendait ce qui allait se produire encore plus monstrueux, plus perverti. J'étais assis en bout de table, mangeant silencieusement, buvant du vin et observant, me délectant de l'anticipation. J'étais spectateur au premier rang, attendant le début de la représentation principale de mon drame personnel. Quand le dessert fut terminé et que le cognac apparut sur la table, j'ai décidé que le moment était venu. J'ai paresseusement tendu la main vers la télécommande du grand écran plasma accroché au mur face à la table. Et si nous regardions les photos de nos vacances sur la Côte d'Azur, et je proposais du ton le plus désinvolte dont j'étais capable, comme si rien n'annonçait le malheur. Je n'ai jamais eu le temps de les trier. Tous sont acquiescés avec empressement, anticipant d'agréables souvenirs. Noémie s'est figée, sa tasse de café à la main. Son visage est devenu blanc comme la nappe, comme si elle venait de voir un fantôme. J'ai allumé le téléviseur, y ai connecté son téléphone via Wi-Fi et ai ouvert la galerie. Les premières dizaines de photos étaient absolument innocentes. Les enfants sur la plage, nous tous ensemble au parc aquatique. Des parents s'attendrissaient, claquaient la langue, commentaient combien les petits-enfants avaient grandi, comme ils avaient bien profité de leurs vacances. Noémie était assise, recroquevillée dans son fauteuil, et je sentais émaner d'elle une vague de terreur glacée, presque palpable. Elle priait pour que tout s'arrête là. Mais j'avais préparé pour elle quelque chose d'autre, de bien plus raffiné. J'ai fait semblant de chercher le bon dossier, ralentissant le processus pour accroître la tension. « Ah, je crois que c'est ici », et je dis fort et distinctement, comme prononçant un verdict. Le dossier s'appelle « Archives », et j'ai appuyé dessus. La première photo du dossier Archives est apparue sur l'écran de 150 cm dans toute sa gloire répugnante et dévolée. Noémie, dans mon t-shirt, riant aux éclats dans les bras de Laurent. Son visage rayonnant de bonheur. Un silence assourdissant s'est abattu sur le salon, si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. On entendait le ronronnement du réfrigérateur dans la cuisine. Chaque son s'amplifiait dans ce silence de tombeau. Son père s'est figé, son verre de cognac à mi-chemin de sa bouche, les yeux écarquillés de stupeur. Les sourcils dessinés de sa mère se sont lentement relevés, exprimant une incompréhension et une horreur totale. Ma mère a porté la main à sa bouche, son visage déformé par la douleur et le dégoût. Noémie a émis un son étrange et gargouillis et a bondi, renversant sa tasse. Le café s'est répandu sur la nappe immaculée en une tache sombre et laide, semblable à une traînée de sang, symbolisant sa chute. « Éteins ça immédiatement !» a-t-elle crié en se précipitant vers le téléviseur, comme tentant d'arrêter l'inévitable. Je ne me suis pas levé de ma place. J'ai simplement tendu la jambe et elle, trébuchant, s'est effondrée sur le tapis comme une poupée de chiffon. Je ne l'ai pas laissée se relever. J'ai simplement appuyé sur le bouton suivant de la télécommande. Et sur l'écran ont commencé à défiler d'autres clichés, l'un après l'autre, comme les images d'un film d'horreur. Les voilà qui s'embrassent près de la piscine sans vergogne, sans se cacher. Le voilà qui lui passe au poignet ce fameux bracelet de coquillage. Et les voilà au lit, dans cette même chambre, leurs corps enlacés. Je n'ai pas montré les clichés les plus explicites, les gardant pour mon usage personnel, pour une autre occasion. Ce que j'avais montré suffisait amplement pour détruire sa réputation et sa vie. Son père a lentement reposé son verre sur la table. Son visage est devenu cramoisi de colère et de honte. « Noémie, qu'est-ce que c'est ?» a-t-il sifflé. Sa voix était à peine audible, emplie de douleur. Sa mère pleurait silencieusement, étalant sur ses joues son maquillage coûteux. Son apparence était pitoyable. Ma mère s'est levée, s'est approchée de Noémie allongée au sol et lui a asséné une gifle retentissante. Le son a claqué, cinglant et humiliant, comme le fouet d'un bourreau. « Ordure !» a craché ma mère avant de reculer, comme craignant de se salir. Son regard était empli de mépris. Noémie s'est mise à gémir, non pas à pleurer, mais à gémir, aiguë, de façon animale, le visage enfoui dans le coûteux tapis persan. Son père, le professeur, a bondi. Son visage tremblait de honte et de fureur. Il ne pouvait en croire ses yeux. Il m'a pointé du doigt, sa voix chevrotée. « Tu as organisé ça exprès ? C'est une humiliation. » C'est la vérité, et je tranchai en le regardant droit dans les yeux. Ma voix était calme et ferme. « L'humiliation,
C'est ce que votre fille faisait pendant toutes nos vacances, pendant que je payais pour ses divertissements. Ceci n'est qu'une simple constatation des faits, le tableau réel de sa vie. Il s'est dégonflé, affaissé. Il s'est rassis dans son fauteuil et s'est couvert le visage de ses mains. Ses épaules se sont affaissées. Il était écrasé, anéanti. J'ai éteint le téléviseur. Le spectacle est terminé et je dis dans le silence qui s'était installé. Ma voix était calme, mais empreinte d'une fermeté mortelle et inébranlable. Il n'y aura pas de divorce. Elle vivra ici, dans cette maison qui ne lui appartient pas, avec mon argent qu'elle n'aura plus. Elle deviendra mon ombre, ma possession, et elle regardera chaque jour comment je détruis méthodiquement tout ce qu'elle aimait, à commencer par sa vie mensongère et repue. Je me suis approché d'elle, toujours allongée au sol, et ai sorti de son sac les clés de la Peugeot, toutes les cartes bancaires et son téléphone. J'ai tout jeté sur la table comme de vulgaires débris. À partir de cette minute, tu n'as plus rien. Tu n'es rien. Ta seule tâche est de t'occuper de cette maison et des enfants et de le faire en silence, sans un mot de protestation. Je me suis tourné vers ses parents. Quant à vous, je vous demande de partir. La représentation est terminée. Vous pouvez emporter avec vous les restes de votre fierté pour votre fille si bien élevée. Ils n'ont pas dit un mot. Son père a aidé sa femme à se relever et ils se sont dirigés vers la sortie sans regarder leur fille, sans me dire au revoir, tels des chiens battus. Leur dos était voûté. Quand la porte s'est refermée derrière eux, j'ai compris qu'elle était seule, totalement, absolument seule dans ce monde. J'étais son geôlier, elle était ma prisonnière, condamnée. Je me suis accroupi à côté d'elle, toujours sanglotant sur le sol. Je l'ai prise par le menton, la forçant à me regarder. Ne crois pas que c'est la fin. Ce n'est que le début. Demain, nous commencerons à appeler tes copines. Toutes ces poupées de fitness avec qui tu bois des smoothies et discutes de tes maris. J'ai pour elle aussi un film très intéressant. Nous verrons laquelle d'entre elles voudra encore te parler après ça. Le matin, je l'ai fait asseoir à la table de la cuisine comme une écolière cancre et posé devant elle son vieil iPhone, désormais complètement inutile pour elle, et l'impression de ses contacts comme un verdict. Elle regardait la liste de ses meilleurs amis comme s'il s'agissait d'une liste d'exécution. Et dans un certain sens, c'était le cas. Aujourd'hui, nous allons les appeler toutes, une par une, et je dis. Ma voix était dénuée de toute émotion, et je veillerai personnellement à ce qu'elle prononce chaque mot d'humiliation que j'ai préparé pour elle. J'ai activé le haut-parleur pour qu'aucun mot ne m'échappe. Appelle d'abord Aurélie, demande-lui comment elle va, comment s'est passé son cours de yoga, puis tu lui diras mot pour mot ce que je te soufflerai à l'oreille. Elle a levé vers moi des yeux emplis de supplication et de désespoir. Je n'ai fait que ricaner et hocher la tête vers le téléphone. Mon regard était inflexible. Ses mains tremblaient si fort qu'elle a dû s'y reprendre à 3 fois pour appuyer sur le bon contact. Des sonneries ont retenti, s'étirant à l'infini. À l'autre bout du fil a résonné la voix joyeuse et pépillante de son amie. Elles ont échangé quelques phrases convenues sur la météo et les soldes dans une boutique. Et à cet instant, je me suis penché vers l'oreille de Noémie et lui ai murmuré la première phrase. Elle a trébuché. Sa voix a tremblé. Mais mon regard pesant l'a forcée à obéir. Elle n'avait pas le choix. « Aurélie, écoute, j'ai quelque chose de très délicat à te dire. J'ai besoin d'argent. Vraiment besoin. Victor, mon mari, il a tout perdu. Il s'est endetté dans des combats clandestins. Il doit une somme énorme à des malfrats. Je voyais comment elle s'étouffait avec chaque mot de ce mensonge. Combien il lui était pénible de le prononcer. À l'autre bout du fil s'est installé un silence perplexe, empli de stupeur. « Noémie, tu es sérieuse ? » « Quel Victor ? Quel combat ?» J'ai murmuré la phrase suivante. « Il menace les enfants. J'ai besoin de 100 000 euros, sinon je ne sais pas ce qui va se passer. Tu peux m'aider ? Je te rendrai tout dès que nous aurons vendu la maison. » J'écoutais avec délectation comment le ton de son ami changeait, passant de la compassion perplexe à une froideur étrangère, presque du mépris. « Noémie, tu es dans ton bon sens ? 100 000 euros ? Où tu as vu de telles sommes ? Désolé, je ne peux rien faire pour toi. » Et les bips courts terminant la conversation. Je l'ai forcée à appeler la suivante, puis la suivante. Le scénario variait, mais l'essence restait la même. À l'une, elle racontait que je la battais et qu'elle avait besoin d'argent pour s'enfuir vers une nouvelle vie. À l'autre, que j'avais trouvé une jeune maîtresse et que je l'avais jetée à la rue sans un sou.
Chaque mensonge était plus sordide et humiliant que le précédent, pénétrant plus profondément dans son âme. Et la réaction était identique. Choc, incrédulité et refus rapide, presque paniqué. En 1 heure, je l'avais transformée d'épouse prospère d'un homme aisé en pitoyable mendiante démente aux yeux de tout son entourage, la privant de tout ce qu'elle avait valorisé. Après le 5e appel, elle a craqué, a simplement jeté le téléphone au sol qui a rebondi contre le mur avec un bruit sourd. L'écran s'est fissuré. « Je ne le ferai pas, je ne le ferai plus », a-t-elle croassé en se couvrant le visage de ses mains. Dans sa voix, pour la première fois depuis le début, perçait non pas de l'hystérie mais de l'acier, faible certes, mais de l'acier. C'était une rébellion, la dernière tentative de résistance. Je me suis levé silencieusement, me suis approché du mur où pendaient les clés, et pris le trousseau de sa Peugeot blanche. Sans dire un mot, je suis sorti de la maison et me suis dirigé vers le garage. Elle m'a suivi en trébuchant, ne comprenant pas ce que je préparais. Ses yeux étaient emplis d'incompréhension et de peur. Dans la pénombre du garage, sa voiture brillait comme un jouet coûteux, symbole de sa prospérité passée. J'ai ouvert la porte, me suis installé au siège conducteur et machinalement passé la main sur le volant recouvert de cuir précieux. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, me regardant avec horreur. Son regard était rivé à chacun de mes mouvements. J'ai tourné la clé dans le contact. Le moteur a ronronné de satisfaction, répondant à mon ordre. J'ai appuyé sur le bouton d'ouverture du portail, puis je l'ai regardé droit dans les yeux. Mon regard était froid et impitoyable. Lentement, posément, j'ai passé le sélecteur de vitesse en position D et mon pied a écrasé la pédale d'accélérateur au plancher. La voiture a bondi en avant et s'est écrasée avec un grincement terrible contre le mur de briques de la maison d'en face. Sa partie avant s'est froissée en accordéon. Des airbags se sont déclenchés, me frappant douloureusement à la poitrine et au visage. Mais je n'ai pas ressenti la douleur. Dans le silence assourdissant, troublé seulement par le tic-tac du moteur qui refroidissait, j'ai entendu son cri. C'était un hurlement inhumain de désespoir, empli de douleur et de fatalité. Je suis sorti de la voiture détruite. Le capot était écrasé en accordéon. De dessous s'échappait de la vapeur comme d'une bête blessée. Je me suis approché d'elle. Elle exhalait la peur. Elle était presque palpable. Je l'ai prise par la main, l'ai conduite vers le métal tordu. « Voilà », et je dis doucement en désignant ce qui avait été récemment sa fierté et son statut, « ta belle vie ». Et voilà, j'ai serré son poignet si fort qu'elle a crié. « Ton avenir si tu me dis encore une seule fois non ». Elle n'a pu résister. Elle s'est transformée en une ombre brisée et sans volonté, totalement soumise à ma volonté. Je l'ai ramenée à la cuisine et ramassé le téléphone dont l'écran s'était fissuré comme une toile d'araignée. « Continue », et j'ordonnais. Et elle a continué, a appelé, s'est humiliée, a menti, s'enterrant vivante sous les décombres de sa réputation, de sa vie. À midi, tout était terminé. Son monde social avait cessé d'exister. Il était complètement détruit. Tous ceux qui la veille encore la considéraient comme une amie lui avaient tourné le dos. Mais cela ne me suffisait pas. L'acte final devait être public pour sceller sa chute. Je l'ai forcée à se changer, non pas dans ses vêtements de marque, mais dans un vieux survêtement dans lequel elle jardinait autrefois, discret et misérable. J'ai bien jeté sur les épaules un coupe-vent délavé et l'ai conduite au centre-ville, là où dans le club de fitness le plus cher, Harmonie, ses anciennes amies devaient justement terminer leur cours de pilates et s'installer au bar pour discuter de la nouvelle du jour, la folie de Noémie et sa chute. Je suis resté dans la voiture sur le parking, observant comment elle, voûtée, marchait vers les portes vitrées étincelantes comme vers une exécution. J'ai vu comment elle est entrée dans le hall, comment on l'a remarquée. J'ai vu les conversations se taire, des dizaines d'yeux emplis de mépris se fixer sur elle. Comment celle qui hier encore recherchait son amitié la regardait désormais avec dégoût et mépris ouvert. Personne ne s'est approché, personne ne l'a saluée. Il la regardait simplement, debout au milieu de ce temple du glamour, pitoyable, désorientée dans ses vêtements miteux, comme une lépreuse qui n'avait pas sa place parmi eux. 5 minutes plus tard, elle en est sortie en courant, étouffée par les larmes, est montée dans la voiture et s'est tournée vers la fenêtre, secouée de sanglots silencieux, son corps tremblant. J'ai silencieusement démarré le moteur. Nous sommes rentrés à la maison dans un silence total, troublé seulement par ses hoquets.
Elle était écrasée, anéantie, isolée. J'avais obtenu ce que je voulais. Mais en regardant ses épaules tremblantes, je ne ressentais rien d'autre qu'un désir froid comme l'acier d'aller plus loin, de poursuivre ma vengeance. Le soir, alors qu'elle, vidée, était assise dans la cuisine et fixait un point du regard sans penser à rien, comme une âme perdue, je me suis approché et me suis assis en face d'elle. Elle n'a même pas levé les yeux vers moi. Son regard était vide. Elle pensait que c'était le fond, que rien ne pouvait être pire, que ses tourments avaient atteint leurs limites. Elle se trompait. J'ai sorti mon téléphone et l'ai posé sur la table. Et maintenant, le plus intéressant, ai-je dit, et ma voix l'a fait tressaillir comme sous un choc électrique. Ta page sur les réseaux sociaux. Tu te souviens ? Tu m'avais demandé de t'aider à récupérer ton mot de passe ? Je l'ai récupéré et j'ai décidé de la mettre un peu à jour, d'ajouter des impressions fraîches. J'ai ouvert sa page et elle a vu que tout son mur, tout son profil qui auparavant regorgeait de photos de stations balnéaires et de restaurants chics, était désormais rempli d'un seul et unique album photo intitulé « Vacances familiales sur la Côte d'Azur ». J'ai cliqué dessus et sur l'écran du téléphone est apparue cette toute première photo devenue pour elle un verdict. Elle et Laurent, son amant. Et en dessous, il y avait déjà des centaines de commentaires de ses parents éloignés, d'anciens collègues, de professeurs du lycée, de camarades d'université de tout le pays. J'ai lentement fait défiler les commentaires, lui permettant de lire chaque mot, chaque malédiction, chaque expression de mépris qu'il déversait sur elle. Puis j'ai levé les yeux vers elle. J'y ai réfléchi. Notre fils Adrien est déjà un jeune homme. Il étudie l'informatique. Il connaît très bien les réseaux. Je pense qu'il sera très intéressé de voir quelle mère moderne et populaire il a. Je vais justement l'appeler. Dans ses yeux, pour la première fois depuis tout ce temps, a jailli non pas la peur, mais une terreur maternelle, animale et primitive. Les enfants étaient son dernier bastion, un territoire sacré sur lequel, pensait-elle, je n'oserais jamais empiéter. Elle s'est jetée à genoux, s'accrochant à mes jambes. Sa voix s'est transformée en un murmure étouffé et suppliant. « Non, Victor, je t'en supplie, pas lui. Tout ce que tu veux, mais pas Adrien. » Je la regardais de haut, son humiliation, sa fierté brisée, et ne ressentais rien d'autre qu'une satisfaction dédaigneuse. C'est elle qui avait transformé nos enfants en armes en faisant d'eux les témoins de ses mensonges. Maintenant, cette arme allait lui tirer droit dans le cœur sans rater sa cible. Je l'ai repoussée du pied comme un petit chien importun et ai composé le numéro de mon fils. Elle s'est figée au sol, recroquevillée en boule, et je voyais comment elle remuait silencieusement les lèvres, priant tous les dieux auxquels elle n'avait jamais cru, les implorant de m'arrêter. Adrien a répondu après la deuxième sonnerie. Sa voix, encore un peu chevrotante d'adolescent, était enjouée et pleine de vie. Il racontait quelque chose à propos d'un examen, de projets pour le week-end. Son monde était loin de cet enfer. Je l'ai laissé parler. Puis d'un ton égal et glacial dans lequel il n'y avait pas la moindre trace d'émotion, j'ai dit « Fiston, laisse tout tomber et rentre immédiatement à la maison. Nous avons un problème. » Je n'ai rien expliqué, j'ai simplement raccroché. L'incertitude est plus terrifiante que n'importe quelle vérité, et je voulais qu'il fasse le trajet en s'angoissant, en imaginant le pire. Je voulais qu'il soit tendu comme un ressort, prêt à exploser. Les 2 heures suivantes ont été des plus longues de sa vie. Elle n'a pas bougé, est restée assise par terre dans la cuisine, serrant ses genoux entre ses bras et fixant un point, son regard vide et immobile. Elle s'était transformée en statue vivante de douleur, figée dans le désespoir. Moi, je vaquais à mes occupations. Je suis allé prendre une douche, me suis changé, me suis préparé un thé fort. Je ne lui prêtais aucune attention, comme si elle n'existait pas. Mais elle sentait mon regard sur chaque cellule de sa peau. J'étais son geôlier, et cette maison était sa cellule. Et maintenant, nous attendions tous deux l'arrivée du témoin principal de son exécution et de sa condamnation. J'avais préparé la scène avec un soin particulier. Dans le grand salon où hier encore s'était déroulé le drame devant les parents, j'ai allumé le grand ordinateur fixe. J'ai ouvert sa page sur les réseaux sociaux, la laissant sur cet onglet avec les photos et les milliers de commentaires furieux, comme si quelqu'un avait simplement oublié de fermer le navigateur. Le piège était prêt. Quand la clé a tourné dans la serrure, Noémie a tressailli comme si la foudre venait de frapper à côté d'elle. Adrien a fait irruption dans la maison,
pâle, inquiet. Ses yeux étaient emplis d'anxiété. « Papa, qu'est-ce qui s'est passé? C'est grand-mère? C'est Camille ?» Son regard parcourait la pièce jusqu'à ce qu'il tombe sur sa mère, assise par terre, recroquevillée en boule. Il s'est figé. « Maman, qu'est-ce que tu as ?» Il a fait un pas vers elle, mais je l'ai arrêté en posant la main sur son épaule. « Elle va bien, fiston, juste un peu fatiguée. » Ma voix sonnait trompeusement calme, endormant sa vigilance. Adrien m'a regardé, puis de nouveau sa mère, et dans ses yeux est apparue de la perplexité. Et à cet instant, son regard est tombé sur l'écran lumineux de l'ordinateur. J'ai vu comment il a froncé les sourcils, s'est approché. Il a fixé le visage familier de sa mère sur la photo dans les bras d'un homme étranger et luisant. Ses doigts se sont d'eux-mêmes tendus vers la souris. Il a fait défiler la page vers le bas. Les photos, les commentaires, l'un plus humiliant que l'autre. Elle n'a pas honte. Les enfants voient ça. Son mari est en or, et elle... Je voyais comment les muscles saillaient sur son visage émacié, comment les articulations de ses doigts serrant la souris blanchissaient. Il est resté ainsi plusieurs minutes dans un silence total, plongeant dans cette fosse d'égout de honte que j'avais si soigneusement creusée pour lui. Noémie au sol avait cessé de respirer. Son corps était immobile. Finalement, il s'est lentement retourné, mais il ne m'a pas regardé moi, mais elle. Dans ses yeux, il n'y avait ni colère juvénile, ni larmes. Il y avait un dégoût froid et adulte, confinant à la répulsion. « C'est vrai ?» a-t-il demandé si doucement que je l'ai à peine entendu. Sa voix semblait étrangère. Elle n'a pas répondu, a simplement secoué la tête, suffocant de sanglots, son corps secoué de spasmes. Il s'est approché d'elle, non pas pour la relever ou l'étreindre. Il l'a simplement regardée de haut, comme quelque chose d'étranger, de sale, de répugnant. « J'ai toujours été fier de toi », a-t-il dit de cette même voix basse et morte. Je racontais à tous les gars quelle belle-mère intelligente j'avais. Et toi, tu n'es qu'une, il n'a pas terminé. Il a simplement fait un geste de la main et s'est dirigé vers la sortie. Ses pas étaient fermes. « Fiston, attends !» et je criais dans son dos. Il s'est retourné dans l'embrasure de la porte et son regard était froid. « Je vais rester chez Simon pour le moment. Ne m'appelez pas. Ni toi, ni elle. » Et la porte s'est refermée derrière lui avec un bruit sourd. Le claquement de cette porte a été pour elle plus terrible que n'importe quelle gifle. Elle l'avait perdu. À cet instant précis, définitivement et irrévocablement, son fils lui avait tourné le dos. Elle s'est mise à hurler, cette fois pour de vrai, sans une once de fausseté, se cognant la tête contre le pied de la table de cuisine, son cri empli d'une douleur véritable. Je me suis approché et l'ai brutalement relevé du sol en l'attrapant par les cheveux. « N'ose pas pleurer, tu n'as pas encore payé toutes tes dettes. » Et je grinçais entre mes dents. J'ai regardé ma montre. Camille devait bientôt rentrer de l'école et j'avais préparé pour elle une surprise spéciale. Encore un coup. J'ai installé Noémie dans le fauteuil du salon, directement face à l'ordinateur avec la page ouverte. « Assieds-toi et souris. » Et je articulai. « Si Camille voit ne serait-ce qu'une seule de tes larmes, je t'emmène dans la forêt. Et ce n'est pas une menace, c'est une promesse. » Elle me regardait avec des yeux fous, mais a hoché la tête, comprenant le sérieux de mes paroles. Quand la porte d'entrée a claqué et que la voix claire de notre fille a résonné dans l'entrée, elle a tiré de ses dernières forces sur son visage un semblant pitoyable de sourire, comme un masque. Camille a couru dans le salon, les joues rosies par le froid, et s'est jetée vers sa mère. « Maman, salut! On a eu un 20 sur 20 en maths aujourd'hui. » Elle gazouillait, racontant l'école. Sa voix était pleine de spontanéité enfantine, puis son regard, comme celui de son frère, est tombé sur l'écran de l'ordinateur. « Oh, c'est qui ce monsieur avec toi sur la photo? C'était sur la Côte d'Azur, non? »« Ah oui, je me souviens de lui. Il nous donnait des pêches. » Noémie s'est pétrifiée. Elle regardait sa fille, son visage pur et innocent, et ne pouvait prononcer un mot. Sa bouche était sèche. Je me suis assis à côté de ma fille sur le canapé, les prises par les épaules. « C'est ça, ma chérie. C'est un très bon ami de maman. Il lui a même fait un cadeau, et je dis. J'ai sorti de ma poche ce fameux bracelet de coquillage. Regarde comme il est joli. Tu veux, je te le donne. » Camille a hoché la tête joyeusement et a tendu la main. J'ai attaché le bracelet sur son fin poignet d'enfant. Et à cet instant,
J'ai vu dans les yeux de Noémie quelque chose mourir définitivement et irrévocablement, s'éteindre pour toujours. Je ne l'avais pas seulement détruite en tant que femme et épouse, je l'avais détruite en tant que mère, la privant de son dernier soutien. Elle regardait sa fille portant le cadeau de son amant, et son visage s'était transformé en un masque immobile et sans vie. À partir de cette seconde, elle a cessé d'être un être humain pour moi. Elle est devenue une fonction, un objet de décoration dans ma maison, une ombre sans volonté. Et je venais justement d'inventer pour cet objet l'utilisation idéale qui transformerait le reste de sa vie en un enfer monotone et incessant. J'ai réaménagé pour elle l'une des pièces de notre maison, la transformant en une sorte de salle de dispatching. Mais au lieu d'un ordinateur moderne, sur la table reposait un vieux téléphone à touche et une pile de feuilles de route de mes routiers. Son nouveau travail, sa condamnation à perpétuité, consistait à appeler les épouses des chauffeurs quand leur mari partait en longue route et, d'une voix morte et monotone, leur annoncer que la cargaison avait été livrée et que le mari ne reviendrait pas de sitôt. Elle qui avait trahi son mari était désormais la voix qui annonçait à d'autres femmes la longue absence de leurs hommes, la solitude à venir. Et dans cela résidait le cynisme perverti suprême dont je me délectais chaque jour comme d'un vin raffiné. Elle s'était transformée en ombre, en automate, se déplaçant dans la maison sans bruit, accomplissant n'importe quel travail sans protester. Ses yeux étaient vides comme ceux d'un poisson jeté sur la glace, sans vie. Elle ne pleurait plus, ne criait plus, n'implorait plus. Elle existait simplement dans cet enfer que j'avais créé pour elle, jour après jour, sans espoir. Mais cela ne me suffisait pas. Je voulais brûler jusqu'au souvenir même de sa trahison, profaner ce lieu même qu'elle considérait comme son paradis, le lieu de sa chute. Un mois plus tard, quand elle s'était définitivement transformée en mécanisme sans volonté, je suis entré chez elle avec 2 billets d'avion. Je les ai jetés sur la table comme un défi. « Fais tes bagages, nous partons sur la Côte d'Azur. Tu vas travailler comme réceptionniste dans ma nouvelle maison d'hôte. » En entendant les mots Côte d'Azur, elle a levé vers moi pour la première fois depuis longtemps un regard conscient. Au fond de ses yeux vides a brillé cette terreur primitive que j'avais vue quand elle regardait les photos pour la première fois. Elle avait compris. Je la forçais à retourner sur le lieu du crime, mais non plus dans le rôle de la reine de l'aventure estivale, mais dans celui de la domestique, de la femme de ménage, de l'esclave humiliée. Elle s'est levée lentement, comme dans un rêve, et est allée faire sa valise. Elle ne contenait plus de robe de soie ni de maillot de bain coûteux, seulement quelques vieux t-shirts et des jeans délavés. Nous avons atterri à Nice. J'ai loué la voiture la plus simple, pas une Peugeot, mais une vieille Renault. Tout le long du trajet jusqu'à Villefranche-sur-Mer, elle est restée silencieuse, regardant par la fenêtre les cyprès et les vignobles qui défilaient. Je voyais comment son menton tremblait, son corps frémissant de tension intérieure. Chaque arbre, chaque virage de la route était pour elle une torture. Un rappel de comment elle avait fait ce même trajet, heureuse, et anticipant des rencontres secrètes, pleines d'espoir et de mensonges. La maison d'hôte nous a accueillis dans un silence lourd d'attente. J'avais changé les serrures, licencié tout le personnel de Laurent qui était peut-être au courant de ses combines. Désormais, il n'y avait qu'une seule employée ici. Elle. Je lui ai tendu un seau et un chiffon. Commence par cette chambre, mitoyenne de celle où nous logions, et je dis en la regardant droit dans les yeux pour qu'elle comprenne toute la profondeur de sa chute. Je veux qu'elle brille, qu'elle soit parfaitement propre. Elle est montée docilement l'escalier, et j'entendais ses pas se figer devant la porte familière, devant l'entrée de son passé. Je lui ai donné 1 heure pour qu'elle nettoie chaque centimètre de la pièce où elle s'était ébattue avec son amant, pour qu'elle efface de ses propres mains les traces de sa honte, chaque péché. Pendant qu'elle travaillait, je me suis installé sur la terrasse, me suis servi un verre de vin blanc frais et ai appelé un numéro très intéressant. C'était le téléphone de cette figure criminelle de la côte à qui Laurent devait énormément d'argent. Je me suis présenté comme le nouveau propriétaire de l'affaire et ai annoncé que la dette de Laurent ne m'intéressait pas, mais que j'avais un cadeau pour lui. Je lui ai dicté le numéro de téléphone de l'épouse de Laurent en Arménie et l'adresse de ses parents. Je pense qu'elle pourra vous indiquer où votre débiteur cache l'argent de la vente de son affaire, et je dis d'une voix pénétrante, jetant de l'huile sur le feu. Il lui a promis d'en envoyer beaucoup. À l'autre bout du fil, on a grogné avec satisfaction, anticipant une proie facile. J'ai raccroché. Maintenant, Laurent était le gibier non seulement pour moi, de vrais loups s'étaient mis à le chasser.
pour qui des côtes brisées n'étaient que le début de la conversation, qu'un prélude. Son sort ne m'intéressait plus. Mon piège s'était refermé, et il était dedans. Le soir, je me suis assis dans cette même chambre qu'elle venait tout juste de récurer, jusqu'à ce qu'elle brille, jusqu'à la stérilité. L'air empestait l'eau de Javel et l'humiliation, pénétrant chaque cellule. Je l'ai forcée à m'apporter le dîner. Elle a posé le plateau sur la table. Ses mains tremblaient violemment, comme dans la fièvre. Elle pensait que c'était le point culminant de ses tourments, que rien ne pouvait être pire. Elle se trompait, encore et encore. J'ai sorti de mon sac un ordinateur portable et une clé USB, celle-là même contenant les photos du dossier Archives. J'ai étalé sur le lit, sur ce même lit, les tirages brillants de sa trahison. La voilà qui rit, la voilà qui embrasse, la voilà dans ses bras. Son visage rayonnant de bonheur. Je l'ai forcée à s'approcher et à regarder ses preuves de sa chute. Elle regardait son visage heureux qui m'avait trahi, et son corps était secoué d'un tremblement fin et silencieux. Elle ne pouvait se contrôler. Je n'ai pas crié, je ne l'ai pas frappée. J'ai simplement pris un grand cendrier en verre, sorti un briquet et la regardant droit dans les yeux, et mis le feu à la première photo. La photographie s'est lentement recroquevillée, transformant son sourire en néant noir. Puis j'ai brûlé la deuxième, la troisième. Je détruisais méthodiquement, une par une, toutes les preuves de sa trahison, les transformant en rien, en cendres. Quand la dernière photo s'est consumée, j'ai secoué les cendres à ses pieds, comme un verdict. C'est fini, et je dis doucement. Ma voix était froide et définitive. Le passé n'existe plus. Il n'y a plus que ça. Toi, moi et cette chambre que tu nettoieras jusqu'à la fin de tes jours, jusqu'à ton dernier souffle. Je me suis levé et suis sorti sur le balcon, la laissant seule debout au milieu de la chambre, sur le sol de laquelle étaient répandues les cendres de sa vie passée et de ses illusions. Je regardais la Méditerranée, les lumières lointaines des navires scintillant dans l'obscurité. Je ne ressentais pas de joie, je ne ressentais pas de colère. Je ressentais seulement un vide et un sentiment froid et vibrant d'accomplissement. J'avais gagné. J'avais piétiné, détruit et réduit en poussière tous ceux qui avaient osé me frapper dans le dos, qui avaient osé bafouer ma confiance. Je possède toujours cette maison d'hôte sur la Côte d'Azur. Parfois, j'y viens seul pour m'asseoir au bord de la mer et réfléchir. Je regarde les vagues et comprends que mon histoire n'est qu'une parmi des milliers. Derrière chaque deuxième portail, dans chaque troisième voiture, se trouve une personne dont la foi a été piétinée, dont la confiance a été trahie. Tous ne peuvent pas répondre comme je l'ai fait. Tous ne possèdent pas une telle force de volonté et de tels moyens. Mais chaque histoire de trahison mérite d'être racontée, et chaque vengeance mérite d'être savourée pleinement. Si vous comprenez de quoi je parle et voulez entendre d'autres histoires tout aussi dures où la justice, même sanglante, triomphe toujours, vous savez ce qu'il vous reste à faire.